Donc le premier modèle, celui de la concurrence généralisée. Je mettrai ce modèle sous l'autorité, si je puis dire, d'une définition de Montesquieu. Montesquieu, dans l'Esprit des lois, dit que la concurrence établit les vrais rapports entre les choses. Eh bien, je dirais que dans la société de concurrence généralisée, c'est prétendre que la concurrence établit un vrai rapport entre les hommes. Traiter de cette question de la société de concurrence généralisée impliquerait, ce que je ne peux pas faire maintenant, je n'ai pas le temps, de reprendre toute la question des débats contemporains sur la constitution, c'est-à-dire l'histoire et le contenu de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et là, il faudrait tout de même faire deux remarques. C'est que toute une partie des réflexions sur le néolibéralisme contemporain ont, à mon sens, deux lacunes. La première lacune, c'est qu'elle s'intéresse à montrer la différence avec le libéralisme économique classique du XIXe siècle. Donc montrer comment on passe d'un libéralisme défini par justement le rapport économique, si je puis dire, un libéralisme défini par le marché économique, on dit le libéralisme manchestérien pour le faire d'un mot, à un libéralisme conçu comme une forme sociale beaucoup plus générale, qu'on appellera le néolibéralisme. Cette opposition néglige une chose fondamentale, c'est que le libéralisme originel du XVIIIe siècle s'est pensé lui-même comme une forme sociale. Et l'idée de la société de marché, elle ne naît pas après le libéralisme manchestérien, elle existe avant lui. Le grand théoricien de la société de marché, c'est Adam Smith. L'idée d'Adam Smith, c'est que le marché se substitue au contrat politique. Donc, quand aujourd'hui on dit le néolibéralisme est une forme sociale qui représente de façon exemplaire une vision antipolitique du monde, c'est un jugement que je partage, mais il ne faut pas oublier que cette vision antipolitique, elle a été celle du libéralisme du XVIIIe siècle. Elle n'a pas été celle du libéralisme du XIXe siècle, c'est tout à fait clair. Mais elle a été celle du libéralisme du XIXe siècle. Et toute cette théorie de la société de marché, ce que j'avais été un des premiers à appeler société de marché à cette époque-là, dans le livre que j'ai publié en 1979, Le capitalisme utopique, est véritablement une œuvre du libéralisme du XVIIIe siècle. Deuxième chose à préciser, dans toute la genèse et l'histoire du néolibéralisme contemporain, on insiste, à partir d'une lecture des cours de Michel Foucault, sur la place éminente qui revient à l'ordolibéralisme allemand. Mais dans l'histoire de l'ordolibéralisme allemand, on oublie une chose fondamentale, c'est que l'ordolibéralisme allemand s'est défini en opposition avec la montée des idées autoritaires. La principale préoccupation de l'ordolibéralisme allemand, c'est de trouver des formes d'institutions impartiales. La première préoccupation de l'ordolibéralisme allemand, c'est de penser, là aussi, un modèle distinct de celui des formes totalitaires qui étaient en train de s'affirmer dans l'Allemagne de l'époque. Et on ne peut pas comprendre non plus l'œuvre de Hayek si l'on ne rappelle pas que Hayek a été lui-même, avant d'être un théoricien du marché, un théoricien informationnel du marché, a été un théoricien de la critique du totalitarisme, justement, par l'ordre de marché. Et donc pour lui, l'ordre de marché ne s'oppose pas simplement, je dirais, au plan, l'ordre de marché ne s'oppose pas simplement à l'idée de la spontanéité. L'ordre de marché, c'est aussi un ordre dans lequel il n'y a pas d'autorité. Et la grande idée d'Hayek, qui a été reprise par Buchanan, c'est de trouver une forme d'ordre social qui soit fondée à la fois sur le principe d'impartialité et d'un ordre social dans lequel il n'y ait plus de risque d'une domination particulière sous les espèces politiques. Je laisse donc de côté toute cette histoire sur laquelle il y aurait tout de même beaucoup à dire, à vrai dire. Cette histoire n'est pas récente, puisque j'avais été invité ici même dans le séminaire de Foucault à présenter mon livre « Le capitalisme utopique », et que ça avait été une discussion avec justement lui ce qu'il disait sur l'ordolibéralisme allemand.
mais ce qu'on peut appeler la société de concurrence généralisée aujourd'hui, définie justement à partir de cette idée qu'elle correspond à une certaine vision de ce qui serait un rapport juste entre les hommes, repose sur 3 éléments. Repose premièrement sur une anthropologie et une sociologie du risque et de l'autonomie. Elle repose en deuxième lieu sur la vision du consommateur comme figure et mesure de l'intérêt général. L'élimination des rentes et des monopoles étant la figure de l'extension des choix et de la mise en place d'une véritable égalité. Et troisièmement, se définira par la compétition ou la concurrence comme la procédure institutrice du rapport social. Pour bien comprendre cette idée d'une concurrence institutrice du rapport social, il faut donc faire le lien entre l'idée de concurrence et celle d'institution. Pour faire ce lien entre l'idée de concurrence et celle d'institution, il faut en quelque sorte renverser le raisonnement qui est celui de l'économiste Coase. Vous savez que les travaux classiques de Coase, qui lui ont valu le prix Nobel en économie, a été d'expliquer pourquoi il n'y avait pas que du marché et pourquoi il y avait de l'institution. Et toute son idée, c'est de montrer pourquoi des entreprises existent. Si les liens de marché pouvaient être suffisants, il n'y aurait pas besoin qu'il y ait d'entreprises. Il suffirait qu'il y ait des acteurs séparés, et ces acteurs séparés régleraient leurs liens entre eux sous les formes du marché. Et il disait Coase, il y a de l'institution parce que les marchés sont imparfaits, et il y a de l'institution pour des raisons en quelque sorte d'économie informationnelle. Donc toute cette théorie de Coase, on pourrait dire qu'on la renverse aujourd'hui, en disant qu'il y a moins besoin d'institutions car la concurrence peut se substituer aux institutions et que les seules institutions nécessaires sont en quelque sorte des institutions régulatrices du principe de la concurrence et non pas des institutions qui se substituent à elles. Donc ça, c'est un troisième point extrêmement important. Donc première caractéristique, c'est une société qui repose sur une anthropologie du risque et sur la considération de l'autonomie comme norme sociale, et pas simplement de l'autonomie comme forme d'expression personnelle. La personne qui a le mieux traduit cette vision d'une anthropologie de la concurrence reposant sur le risque, c'est François Ewald. Dans l'article, c'est lui qui l'a rédigé, qui s'appelle « Les noces du risque et de la politique », il y a véritablement, paru dans le débat en 2000, il y a les fondements de ce qu'on peut appeler vraiment une anthropologie de la concurrence reposant sur l'idée du risque. Le risque étant, je le cite, dit-il, la condition ontologique de l'homme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il reprend toutes les définitions sartriennes du risque et de la liberté pour en faire, en quelque sorte, un élément au service d'une vision du marché, puisqu'il met en exergue à sa réflexion une citation de Simone de Beauvoir dans Pour une morale de l'ambiguïté, qui dit « Le propre de toute morale, c'est de considérer la vie humaine comme une partie que l'on peut gagner ou perdre, et d'enseigner à l'homme le moyen de la gagner. » Et donc il dit « Voilà, ma vision de la concurrence et de la compétition de marché ne fait que mettre en œuvre et généraliser l'ambition de Simone de Beauvoir, et de faire donc du risque le principe de la condition humaine et la source de toutes les valeurs. Et il dit que considérer l'aventure humaine sous le signe du risque, c'est considérer que le risque définit une nouvelle épistémée de l'action, et n'est pas simplement, je dirais, un élément de l'action, mais l'épistémée générale. C'est une façon pour l'homme de se mesurer, de se construire. Et être égaux, c'est rentrer pareillement dans le jeu. Être égaux, c'est jouer. Être égaux, c'est participer à la compétition. Toute cette vision de l'égalité à travers la participation à la compétition se retrouvera dans toute la question de l'autonomie considérée comme une norme. L'autonomie non plus définie simplement comme une forme d'émancipation,
une forme de liberté, mais l'autonomie définie aussi comme une injonction, l'autonomie définie comme une obligation. C'est donc le passage d'une économie comme projet personnel à l'économie comme une norme de comportement et une norme généralisée d'action. Robert Castel est un des premiers à avoir insisté sur cette dissociation. Dans un premier temps, il avait employé l'expression d'individualisme positif et d'individualisme négatif. L'individualisme positif correspond au projet d'autonomie et l'individualisme négatif correspond à justement l'autonomie comme injonction et norme de comportement. Et je l'ai mentionné très rapidement dans une séance précédente, mais tout le débat qu'il y a eu récemment entre lui et puis entre Alain Ehrenberg porte justement sur cette façon de concevoir le lien entre l'autonomie projet et l'autonomie comme norme. Le grand reproche que fait Castel au dernier livre d'Ehrenberg sur le malaise français, c'est justement de rabattre l'idée d'autonomie projet sur celle de norme et de masquer la dimension de la norme derrière la dimension du projet, à travers ce qu'il appelle l'autonomie condition. Et lui, au contraire, Castel met beaucoup plus l'accent sur la dimension justement de la norme de comportement. C'est ça le rapport entre les deux œuvres. Alors, il faudrait développer à partir de cela, je dirais, toute une théorie de l'exploitation moderne. On peut dire que l'exploitation ancienne, elle consiste en une forme de réification de l'individu. L'exploitation, telle que l'a décrit Marx, c'est que l'homme est réduit à sa force de travail et qu'il est donc diminué, qu'il est payé comme une force de travail et que, ultimement, il ne serait qu'une bête de travail, justement. Donc, s'il est rémunéré simplement à la reconstitution de sa force de travail, il est, au sens propre du terme, une bête de travail, ce qui est l'étape ultime de la réification et de la réduction à simplement une partie de lui-même. Alors que l'exploitation moderne, pourrait-on dire, se caractérise comme une forme non plus de réification, mais de surpersonnalisation. L'homme est pris totalement, et c'est à la fois l'injonction contraignante à se surpasser et le fait de s'investir totalement qui caractérisera l'exploitation. Donc, alors que la forme ultime de l'exploitation comme réification, c'est d'être une bête de travail, la forme ultime de l'exploitation sous ce deuxième mode, c'est celui d'une perte de soi-même. Et donc, ce serait dans le stress ou le suicide, si l'on veut. Le deuxième élément caractéristique de cette société de concurrence généralisée, c'est la centralité du consommateur et non plus du producteur. Le consommateur est devenu la figure de l'intérêt général car il est sensiblement perçu par tous. Dans les développements que j'ai faits sur le national-protectionnisme, j'ai déjà abordé un petit peu cela. Mais on peut dire que le consommateur devient véritablement l'individu en économie, alors que le travailleur n'est plus le cœur de la pensée de l'économie. Et que c'est le consommateur qui est à la fois la figure, la mesure et la vérité de l'intérêt général. La destruction des rentes joue en ce sens-là le rôle exact qu'avait l'ancien combat contre les privilèges. Et donc le combat pour l'égalité est un combat pour la destruction des rentes et que la concurrence est la machine à détruire ces rentes. Il suffit d'ailleurs de lire un certain nombre de textes, par exemple de la direction de la concurrence européenne, pour voir que cette dualité, si on peut dire, de l'individu moderne en tant que citoyen et consommateur met l'accent de plus en plus justement sur le consommateur qui est au fond la vérité sensible de l'individu. Et si on insiste sur le consommateur, c'est que cela permet il a supplanté le citoyen qui est toujours interrogatif ou qui est toujours désenchanté, alors que le consommateur perçoit lui toujours effectivement
le côté substantiel, sensible et immédiat des choses. Lorsque le jeu de la concurrence fait que l'abonnement à je ne sais quelle chose d'Internet va diminuer de 5 €, la forme concurrence a un effet direct à ses yeux. Troisième modalité, c'est bien sûr celle de la concurrence comme forme sociale générale. Et la concurrence comme forme sociale générale, c'est-à-dire la concurrence comme vérité du rapport d'égalité. Et donc, la question va être de définir la bonne concurrence, ou de mettre, je dirais, la justice sociale va être de définir et de mettre en place les formes les plus justes de la concurrence, ou considérées comme les plus justes de la concurrence. Donc on voit bien dans ce modèle de la concurrence généralisée, on va avoir exactement comme au XVIIIe siècle, mais sous une modalité nouvelle, une tentative de redéfinir les institutions qui sont constructrices du lien social. C'est donc une pensée de l'institution du social. Une pensée de l'institution du social qui redéfinit exactement comme avait voulu se penser le marché au XVIIIe siècle, mais dans des conditions différentes, parce que ce n'est pas simplement au contrat que l'on s'oppose, mais que la question, c'est de s'opposer justement aux théories jugées périmées de la justice. Et effectivement, toute l'analyse que l'on pourrait faire sur ce qu'il faudrait plus justement appeler, me semble-t-il, justement, la société de concurrence généralisée que le néolibéralisme, expression qui est peut-être un peu trop vague, renverrait exactement à ce processus. Indépendamment des critiques et des jugements que l'on peut porter sur chacun des trois points que je viens de mentionner, une anthropologie du risque et de l'autonomie comme norme, la concurrence comme forme sociale et le rôle moteur donné aux consommateurs, indépendamment des critiques, et on voit immédiatement celles que l'on peut faire à cette société de concurrence généralisée, il faut signaler trois obstacles internes à cette théorie, indépendamment des critiques, si je puis dire, externes que l'on peut en faire. C'est que dans la répartition des revenus auxquels elle procède, elle n'apporte pas d'explication et de justification aux modalités de constitution des écarts de revenus les plus élevés, et notamment ceux qui concernent les rémunérations les plus élevées dans l'entreprise, ce qu'on appelle en économie les winner-take-all markets, et les activités d'arbitrage. Ces trois, je dirais, nœuds de la construction de l'inégalité contemporaine n'ont pas de réponse dans les théories de la concurrence. Ils n'ont pas de réponse dans les théories de la concurrence et on peut les expliquer de bien des façons. Il y a toute une littérature qui s'est développée récemment sur l'analyse de la montée en puissance des rémunérations les plus élevées des présidents de société, puisqu'on a calculé qu'au milieu des années 70, c'est une statistique qui a été faite sur les 200 CEOs de Fortune, que les 200 CEO américains, les présidents les mieux payés aux États-Unis, gagnaient en moyenne 35 fois le salaire de l'ouvrier de production moyen américain en 1974, et dès 1990, c'était 160 fois. Alors, les théories, et ça, il n'y a pas de réponse, je dirais, il n'y a pas de théorie de marché qui réponde à cela, puisque toutes les théories récentes, il y a énormément de littérature récente sur ce thème-là, et il y a notamment, je vous signale, un document du CEPREMAP qui vient de paraître aux éditions de la Rue d'Ulm sur cette question-là, qui fait bien le tour de toute la littérature sur ces salaires. Et pour simplifier,
il y a une explication qui est justement d'ordre sociologique. L'explication d'ordre sociologique qui montre comment ce sont des formes de coalition sociale entre les comités des conseils d'administration et les directions d'entreprise qui ont permis l'envolée de ces rémunérations. Et qui montre, d'un autre côté, qu'il n'y a pas de lien entre guillemets, entre la compétence directe et ces rémunérations dans la mesure où elles sont beaucoup plus dépendantes des variables objectives de l'entreprise elle-même. Donc je vous renvoie à ce livre de Palomino, Comment faut-il payer les patrons, qui fait le point sur toute la littérature économique et sociologique sur le sujet. Le premier à avoir traité cette question-là dans un livre classique, c'est un ancien président de Harvard, c'est Derek Bock, un livre qui s'appelait The Cost of Talent, How Executives and Professionals are Paid and How It Affects America. C'est un livre qui était un des premiers sur le sujet en 1993 et qui avait lancé toute la discussion sur le sujet. Donc c'est la première limitation, si je puis dire, aux théories de marché et qui permettent d'envisager, je dirais, presque des salaires infinis. Alors, les salaires infinis, ils s'approchent de ce qu'on appelle les winner-take-all markets. Les winner-take-all markets veut dire que c'est le gagnant qui prend tout. Le gagnant qui prend tout, il y a énormément de littérature sur ces effets de marché et qui s'explique par deux choses, pour simplifier la théorie économique sur le sujet. La théorie économique explique que c'est le développement d'un certain nombre de moyens d'accès au public qui peuvent faire qu'un certain nombre d'acteurs culturels ou sportifs notamment empochent pratiquement la totalité des revenus d'un secteur. Si votre CD peut se vendre dans le monde entier, vous pouvez à la limite assécher à une seule personne le marché. Et de fait, dans le marché sportif et dans le marché artistique, on a des exemples qui sont... Il y a énormément de littérature et notamment, je pense que Minguer pourra nous en parler, qui expliquent ces effets-là et qui font qu'entre le premier des footballeurs et le 10e footballeur, il peut y avoir un écart de rémunération qui aille de 1 à 100. Et ces winner-take-all markets, d'ailleurs, ont aussi une théorie correspondante du point de vue des produits d'exception. Puisque vous le savez, en 10 ans, par exemple, l'écart entre un premier cru de Bordeaux et un deuxième cru de Bordeaux est passé de 1 à 2 à 1 à 20. Et récemment, les Chinois se sont entichés du Lafite Rothschild, et donc le Lafite Rothschild vaut, lui, 10 fois plus cher que les autres. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle des marchés, justement, qui s'apparentent à cette figure du winner-take-all markets. Et on a un troisième phénomène qui n'est pas expliqué par la théorie de la concurrence, c'est la captation des profits dans les activités d'arbitrage. Il y a toute une littérature économique qui est parue récemment sur les bénéfices des hedge funds. Et il apparaît que le fait est le suivant, c'est qu'un hedge fund moyen, enfin les plus célèbres sont ceux de Soros, de Paulson, tous ces hedge funds, ont environ 300 à 400 salariés. Et qu'avec 300 à 400 salariés, ils font des profits supérieurs aux sociétés les plus profitables, qui ont 30 000 salariés, comme Apple, par exemple. Bon. Et que l'an dernier, M. Paulson lui-même a gagné personnellement 5 milliards de dollars. Et donc, on peut avoir une situation dans laquelle... Alors, cette rémunération, c'est la rémunération des activités d'arbitrage, puisqu'on peut dire que Paulson a contribué à encaisser personnellement toutes les pertes qu'ont fait les banques américaines sur les subprimes, puisque lui avait parié sur la chute des subprimes. Donc, lui et un certain nombre de ses pairs, ce sont eux qui ont gagné ce qu'a perdu tout le reste de l'économie. Donc, on peut avoir à la limite un système dans lequel les activités d'arbitrage absorbent
pratiquement polarise tous les profits ou pratiquement tous les profits d'une économie. Donc ça, ce sont trois obstacles très majeurs en termes de théorie, à la fois le problème des winner-take-all markets, le problème de la polarisation des marchés d'arbitrage et le problème aussi des coalitions, qui montrent que la société de marché fonctionne comme un modèle social général qui n'arrive pas ou qui ne peut pas légitimer par ce qui la constitue les formes d'écart les plus forts d'inégalité. D'où le fait qu'il y a dans nos sociétés contemporaines une scission extrêmement forte entre ce qui peut apparaître parfois comme un consentement à la société généralisée de marché dans une critique de ces trois formes que je viens de mentionner. Ce qui pose à ce moment-là une autre question, c'est celle justement du fait de savoir si la critique de ces trois formes remet en cause le modèle général ou si au contraire la critique de ces trois formes n'est pas une façon de consolider paradoxalement ce modèle général. La deuxième figure est donc celle de l'égalité radicale des chances, à côté de la société généralisée de marché. Je rappelle d'abord un certain nombre de choses élémentaires, mais qu'il faut avoir en vue quand on parle d'égalité des chances. C'est qu'il y a grosso modo, toutes les théories de l'égalité des chances se lient sur deux axes. Il y a un axe qui consiste à déterminer quels sont les éléments à égaliser, et un axe qui consiste à déterminer quelles sont les formes d'inégalité principales à supprimer. Alors, si vous prenez l'axe des éléments à égaliser, vous avez toute la liste des théories économiques qui ont proposé des différentes définitions des biens à égaliser. Rawls parlait des biens primaires, Sen parlera des capacités, Dworkin parlera des ressources, Gerald Cohen parlera des conditions d'accès. Ou bien, et c'est lié à ces biens-là, il y aura toutes les théories sur les variables de temporalité. Est-ce que les biens à égaliser sont des biens à égaliser dans des situations initiales ou est-ce que c'est biens à égaliser en permanence ? Avec évidemment toutes les formes de redistribution que ça implique. Quant aux approches négatives des théories de l'égalité des chances, soit on considère des discriminations, c'est-à-dire l'égalité, qu'on peut dire formelle des chances. À ce moment-là, c'est l'égalité républicaine, c'est tout simplement l'égalité légale. Mais on a distingué ensuite deux catégories principales, à partir du langage de Rawls lui-même, ce qu'on appelait l'equality of fair opportunity, dont ce qu'on pourrait traduire, c'est la juste égalité des chances. Cette juste égalité des chances qui repose sur, chez Rawls, l'idée que la redistribution des assets, c'est-à-dire la redistribution des ressources, devrait aboutir à ce qu'il appelle une démocratie de propriétaires, c'est-à-dire où tout le monde soit propriétaire en quelque sorte des mêmes éléments. Enfin, Rawls, d'ailleurs, sa conception va assez loin parce qu'il va jusqu'à dire que les talents constituent des sources non acceptables d'inégalité. Et donc, on peut, dans ce qui est propriétaire de l'individu, il faut compenser sous la forme du handicap ou remplacer par autre chose, je dirais, les différences de talent. Et la troisième conception est de dire qu'il faut lutter contre ce qui est une façon de transformer les conditions du terrain. C'est les théories qu'on appelle du leveling the playing field. Et celui qui était le théoricien de cela, le premier, c'est Roemer, avec d'un autre côté Gerald Cohen. Et c'est ça qui va retenir notre attention, parce que ces théoriciens vont s'intéresser aux conditions dans lesquelles on va pouvoir définir une forme d'égalisation
qui fasse sa place également à la prise en compte de la responsabilité. Je fais juste une toute petite parenthèse pour dire à quel point, même si je l'ai employé, l'expression d'égalité des chances en français est problématique, puisque dans le mot chance, il y a ce que distingue très fortement le langage anglo-saxon. Le mot chance peut vouloir dire des probabilités égales. À ce moment-là, on appellera égalité des chances la probabilité d'arriver à des mêmes résultats ou à des mêmes positions. On pourra appeler égalité des chances aussi l'égalité, le fait d'avoir des possibilités égales. Donc, c'est le fait d'avoir des positions initiales équivalentes ou un capital de départ équivalent. À ce moment-là, égalité des chances va renvoyer à toutes les théories de l'investissement humain ou de l'asset-based welfare. Et puis, troisièmement, ça peut vouloir dire des opportunités égales. Donc, c'est considérer les moyens ou les ressources ou les capacités. Ces trois éléments-là sont dans le langage français séparés, alors qu'ils ne le sont pas dans le langage anglo-saxon. L'idée de ce que j'appelle l'égalité radicale des chances, c'est toutes les théories qui sont du leveling the playing field. Et ces théories de l'égalité radicale des chances sont nées dans un contexte bien précis. C'est dans le contexte de stigmatisation de l'État-providence. Il faut dire que les premières théories de la justice sont des théories qui accompagnent la justification de l'État-providence. Je l'ai déjà dit, mais il est fondamental de toujours rappeler que les essais principaux de Rawls qui constituent la théorie de la justice sont des essais du milieu des années 1950, ou sont des essais qui sont publiés au moment où il y a, avec Johnson, la mise en place de la grande société aux États-Unis. Alors que les théoriciens auxquels je vais faire référence sont des théoriciens qui se situent au moment de la crise ou de la critique de l'État-providence. Et leur objectif sera de montrer qu'on peut incorporer ce qui fonde le plus fortement la critique de l'État-providence, à savoir l'organisation de l'assistance et de la dépendance, on peut intégrer ces éléments clés de la critique de l'État-providence dans une théorie radicale de la justice et de l'égalité. Et celui qui a donné le point de départ à cette théorie, c'est Dworkin, dans des articles de 1981, dans lequel il dit qu'il faut faire la distinction entre ce qu'on peut appeler des préférences et des ressources. Et donc, il faut égaliser les ressources, mais accepter la distinction des préférences. Dans son langage, il dit qu'il faut qu'une théorie de l'égalité soit endowment insensitive et ambition sensitive. C'est-à-dire une théorie de l'égalité doit répondre ou accepter les différences qui sont liées à l'ambition, mais ne pas accepter les différences qui sont liées au talent ou au capital ou aux propriétés de départ des individus. Peu à peu, cette distinction de Dworkin va être discutée et va être vulgarisée, si je puis dire, en appelant à distinguer les choix et les circonstances. Ce qui relève des circonstances constitue des inégalités qui sont structurellement injustes et qui doivent être toutes compensées, et ce qui relève des choix produit des inégalités qui seraient considérées comme justes. Donc on va réintégrer de cette façon-là, dans une théorie égalitariste, même très radicale, puisqu'un des principaux théoriciens de cela, Gerald Cohen, est un marxiste affirmé, on va réintégrer dans une théorie de l'égalité, on va lier une théorie de l'égalité à une prise en compte justement de ces éléments de responsabilité. Et la théorie de l'égalité va se faire par le fait que l'on sépare radicalement ce qui est de l'ordre du choix et ce qui est de l'ordre non pas seulement des circonstances, mais du hasard. Et donc, le but d'une théorie de l'égalité va être de supprimer la part de hasard dans l'humanité. Supprimer la part de hasard par des formes d'égalité radicale dans le domaine des ressources et que tout ce qui relève du hasard soit neutralisé. Alors, cette théorie va bien sûr poser un problème de définition du hasard,
comment faire la séparation entre les choix et les circonstances. Cette théorie va aussi poser la question d'une définition de la responsabilité. Roemer prend deux exemples. Il prend l'exemple d'un feu rouge. Il dit il est clair que si quelqu'un traverse un feu rouge, enfin un passage piéton qui est au rouge en courant et qu'il est renversé, il a mis en jeu sa responsabilité. Donc on peut dire que dans ce cadre-là, il va y avoir clairement une définition de la responsabilité, c'est-à-dire c'est lui-même qui a en quelque sorte arbitré entre un comportement prudent et imprudent. Il a dit est-ce que je prends le risque de l'imprudence? Et donc c'est son choix. Il a fait un choix dans lequel il y avait deux options possibles, mais il n'était pas obligé de faire ce choix, et donc il n'était pas condamné, s'il a l'accident, à l'option négative. Deuxième exemple que prend Roemer, c'est le fumeur. Alors Roemer dit, bien sûr, on peut dire qu'un fumeur est responsable de sa situation, mais il dit c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on sait que si quelqu'un est de milieu populaire aux États-Unis, fumer est presque un signe social. Donc on a beaucoup plus de chances d'être fumeur si on appartient à un certain groupe ethnique. On a beaucoup plus de chances d'être fumeur si on appartient à certaines catégories sociales, si on est originaire de certaines régions ou pas. Donc il va développer toute une théorie des classes de responsabilité, en disant qu'il faudrait examiner non pas simplement le fait qu'un fumeur est responsable de sa situation, mais qu'il doit être considéré comme responsable par rapport aux déterminants de sa classe de responsabilité. Donc il fait toute une théorie de la distinction de la constitution des fumeurs en groupes qui définissent ce qu'on appellerait en assurance des classes de risque. Et donc la responsabilité s'interprète à l'intérieur d'une classe de risque objective. Donc vous voyez qu'il suffit d'énoncer cet exemple pour montrer les problèmes que poserait à la sécurité sociale le fait de gérer une théorie de la responsabilité de cette nature. Et Roemer était très loin parce qu'il avait proposé justement d'en faire un élément de justification de l'assurance maladie aux États-Unis, de classer les fumeurs de cette façon-là. Donc là, on a très clairement un exemple qui montre que aussi bien la possibilité de distinguer le hasard et le choix peut être fragile, mais la possibilité de distinguer ce qui est de l'ordre de la responsabilité et ce qui est de l'ordre de la situation sociale est là aussi extrêmement difficile. Et c'est d'ailleurs cette difficulté qui avait amené à définir au XIXe siècle la socialisation de la responsabilité. C'est le fait que, comme l'on n'arrivait pas à séparer la notion de responsable de la notion de coupable, comme on n'arrivait pas à distinguer la morale et le fait, eh bien on a socialisé la responsabilité. Et le problème que pose cette théorie, c'est justement elle propose un retour en arrière par rapport à toutes ces analyses de la socialisation de la responsabilité. Un grand problème que posent aussi ces théories, un problème interne si je puis dire, c'est celle de leur temporalité. Car si l'on veut égaliser les positions initiales, pour prendre un langage rawlsien, le problème est de savoir à quel moment commence le jeu. À quel moment commence le jeu? Parce qu'on peut dire que on est toujours dans un processus qui est déjà existant. Il n'y a jamais de vraies conditions initiales. Il y a toujours des formes sociales qui sont mêlées en quelque sorte aux conditions initiales. Donc il n'y a jamais de conditions initiales pures.
Le problème que posent, je dirais, en termes de leur logique interne, ces théories, c'est qu'elles encouragent une société de défiance. Car une société qui multiplie la volonté d'imputation de la responsabilité, une société qui multiplie la discussion sur la situation, est-ce qu'une situation est réellement initiale ou est-ce qu'elle n'est pas réellement initiale, est une société justement qui entraîne, qui systématise, pourrait-on dire, une éthique de la défiance sociale, puisqu'elle va poser en permanence la question de cette limite, alors que les théories de la socialisation de la responsabilité avaient au contraire été liées à une éthique de la confiance sociale. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, la théorie radicale de l'égalité des chances, en termes de contradiction interne, s'avère extrêmement problématique. Alors, bien sûr, il y a toujours des visions pragmatiques de l'égalité des chances. C'est ce qu'a défendu à sa façon Rawls. Le dernier livre de Rawls est de dire il ne faut plus tenter de définir une théorie de l'égalité des chances, il faut avoir une pratique de l'égalité des chances et déterminer des inégalités qu'on veut supprimer. Donc, ne pas discuter en général comment égaliser les chances, mais savoir s'il faut ou pas développer les élèves avec peu de... les classes avec peu d'élèves dans certains endroits. Bon, d'avoir une vision uniquement pragmatique. Le problème est qu'une vision pragmatique de l'égalité des chances peut aller tout à fait de pair avec une vision de la société de concurrence généralisée et est intégrable en quelque sorte dans cette vision-là. Et pour bien comprendre cette limite des théories de l'égalité des chances comme théorie de l'égalité des chances, même s'il y a des pratiques de l'égalité des chances qui peuvent être développées, il faut analyser ce que représente un monde de la méritocratie radicale. Rawls avait déjà insisté sur le fait que le principe de l'égalité des chances était contradictoire avec, je le cite, une quelconque forme de famille. Et il disait, dans la théorie de la justice, la mesure dans laquelle les capacités naturelles se développent et arrivent à maturité est affectée par toutes sortes de conditions sociales, d'attitudes, de classe. Et donc, la famille est au cœur du problème et qu'elle est un obstacle à l'égalité des chances. Cette question-là a été réfléchie historiquement depuis longtemps. Et il y a eu deux réponses. C'est que pour une véritable égalité des chances présuppose une société de purs individus. Et pour réaliser une société de purs individus, il y a deux techniques. Une première technique, c'est de supprimer l'héritage, et une deuxième technique, c'est d'élever les enfants hors de la famille. Élever les enfants hors de la famille, c'est toute la théorie qui a été développée pendant la Révolution française des maisons de l'égalité. Pendant la Révolution française, tout un ensemble de plans portant sur l'éducation ont dit que le problème de l'éducation, si on voulait vraiment que l'éducation puisse donner leur chance égale aux enfants, il fallait qu'ils soient soustraits à l'influence de leurs parents, qui était un biais énorme dans un sens et dans le nôtre. Et donc, il fallait une éducation commune. Une éducation commune dans laquelle c'est le rapport Le Pelletier qui a fait l'objet de grandes discussions. Le Pelletier était assassiné juste avant de présenter son plan à la Convention. Donc c'est Robespierre qui l'a présenté. Mais il y a toute une théorie qui est décrite par Le Menu, où il faut que chaque enfant ait la même nourriture, le même habillement, exactement le même soin qui est apporté à lui, et que l'on rende donc les enfants à la vie sociale à 12 ans. À l'époque, 12 ans, c'est l'âge de travail, hein, mais pas avant. Et le nom qui avait été donné justement à ces écoles, qui étaient des sortes de pensionnats, c'était les maisons de l'égalité. Parce que pour produire l'égalité, il faut un individu purement désocialisé. La deuxième théorie, le deuxième moyen
de produire ce pur individu de l'égalité des chances, c'est évidemment changer le droit des successions et les successions elles-mêmes. Alors, au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, le débat sur les successions est d'abord lié aux inégalités de succession. Et donc, dans la Révolution française, la première question, c'est bien sûr d'assurer l'égalité de succession contre le fait de pouvoir faire des testaments. Et donc, c'est principalement dans une discussion sur ce qu'on appelle les successions ab intestat, c'est-à-dire quand il n'y a pas de testament, c'est sur ce point-là que va porter la discussion. Mais en même temps, on voit très fortement apparaître pendant la Révolution française une réflexion sur les limites du montant des successions, notamment des écrits de Fauché sur le sujet. Et puis, une théorie assez ingénieuse que va développer Billaud-Varenne dans ses éléments de républicanisme, un sujet qui va être très débattu, c'est la mise en place de ce qu'il appelle une succession nationale. C'est-à-dire qu'on va présupposer que chaque famille a 5 enfants. Et on va séparer en catégories de revenus les Français. Et lorsqu'on a une catégorie de revenus jugée faible, si quelqu'un qui est riche n'a que 3 enfants, eh bien, on va faire hériter 2 enfants pauvres. Et il y a toute une théorie ensuite, alors avec des limitations de montant qui étaient très précisément discutées, donc en fonction des classes de revenus. Et tout ce qui excéderait dans les successions de riches ce niveau-là serait parti d'un fonds qui s'appelait le fonds de la succession nationale. Et donc, tous les jeunes Français pourraient devenir ce qu'il appelait des héritiers nationaux. Cette idée des héritiers nationaux est une idée qui a été très reprise aux États-Unis par Jefferson. Jefferson a développé cette idée sous la forme d'une limitation des successions et sous la forme également d'une dévolution automatique de propriété à chaque citoyen à 21 ans, sous la forme de terre. Bon, il y avait de la terre disponible, enfin, voilà, sous la forme de terre, avec une taxation progressive très forte des successions. Donc, l'impôt décisif en démocratie, c'est l'impôt sur les successions. Voilà la théorie de Jefferson. Et Thomas Paine, quelques années après, en 1797, publiera un de ses essais les plus cités en économie, qui est Agrarian Justice. Et dans son essai Agrarian Justice, il fait aussi la théorie d'une redistribution sociale des rentes, et donc d'une constitution d'un fonds social qui est distribué également à chaque citoyen à la naissance, ou qui a à 21 ans, une différence. Et il y a un État aux États-Unis qui a appliqué la théorie d'Agrarian Justice, c'est l'Alaska. Il y a un fonds de la rente pétrolière en Alaska où on donne à peu près, je crois que c'est 3 000 à 4 000 $ actuellement à chaque habitant d'Alaska. C'est le fonds de la rente commune. Ces choses qui nous paraissent aujourd'hui un peu hors de discussion étaient puissamment discutées à l'époque, et même un grand libéral comme John Stuart Mill défendra l'idée d'une limitation de l'héritage. John Stuart Mill, dans ses principes d'économie politique, dit le problème, parce qu'il y avait le grand débat en Angleterre à l'époque sur le droit d'aînesse, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, et dit le problème, c'est moins la discussion sur le droit d'aînesse que la discussion sur ce qu'il est possible de recevoir par legs ou par héritage. Et il dit que si on veut une société démocratique, c'est cela qu'il faut régler, la limitation de l'héritage. Et à l'intérieur, un peu plus tard, du socialisme européen, il y aura toute une réflexion sur à la fois le droit successorial et la fiscalité de l'héritage, dont un certain nombre de propositions intéressantes. Un économiste italien qui a eu beaucoup de succès à l'époque en France, qui est Rignano, Eugenio Rignano, et dont certains des écrits viennent d'être réédités. Et Rignano avait une théorie qui consistait à avoir une fiscalité de l'héritage qui fasse la distinction entre le capital hérité du deuxième degré et le capital directement hérité. Donc, si vous héritez de vos parents, on taxe à un certain niveau ce que vos parents ont gagné, mais ce qu'eux-mêmes ils avaient hérité, on le taxe totalement.
Donc ça veut dire qu'on peut transmettre sur une génération, mais pas plus. Donc on transmet son travail, mais on ne transmet pas le travail accumulé par ses grands-parents, si je puis dire. Bon, il y a eu toute cette réflexion sur l'égalité qui s'est traduite par le fait qu'on a eu des taux de prélèvement, enfin, qui ont été considérés ou acceptés, des taux de prélèvements fiscaux extrêmement élevés au XIXe siècle et encore au XXe siècle. Le mouvement intellectuel et politique qui a illustré de la façon la plus exemplaire cette vision à la fois du refus de la succession et donc du pur individu, c'est les Saint-Simoniens. Les Saint-Simoniens sont l'expression de la méritocratie radicale parce qu'ils ont à la fois fait la théorie de la nécessité d'éduquer les enfants de façon séparée des familles et en même temps la théorie de la lutte radicale contre l'hérédité et donc l'abolition même de l'héritage. Et en même temps qu'ils proposaient cette abolition de l'héritage, si les Saint-Simoniens sont intéressants, c'est qu'ils ont lié cette méritocratie radicale à la vision elle-même la plus radicale de la hiérarchie des capacités. Le propre des Saint-Simoniens, c'est d'avoir été ceux qui ont été le plus loin dans la formulation de l'égalité de l'éducation des enfants, qui ont été le plus loin dans le refus de l'hérédité, puisque le refus de l'hérédité, c'est même si vous regardez le journal Le Globe, le journal de la religion saint-simonienne, c'est indiqué en haut du journal tous les jours. Il y a même eu une thèse très intéressante qui a été écrite sur les Saint-Simoniens et l'hérédité. Et en même temps donc qu'ils ont cette vision radicale de l'égalité des chances, les Saint-Simoniens sont ceux qui défendent le plus fortement les hiérarchies des capacités. Donc chez eux, la méritocratie radicale débouche sur une hiérarchie absolument implacable. Et c'est ce que va reprocher dans son livre sur la méritocratie Jung, en disant que le succès de l'égalité radicale des chances, c'est de faire la société qui est la plus dure aux faibles, puisque c'est la société qui donne un fondement, une justification absolue à la hiérarchie. Donc cette égalité radicale des chances, elle est problématique de cette façon-là, car elle est une façon, en quelque sorte, de légitimer la juste inégalité. Et cela, c'est le problème fondamental des théories de l'égalité des chances, c'est qu'elles sont des théories distributives. Cela veut dire qu'elles sont des théories de justification des inégalités légitimes. Et toute théorie de l'inégalité des chances est une théorie de l'égalité de devenir inégal. Le premier à avoir théorisé cette théorie sur l'égalité de devenir inégal, en étant des développements très critiques, c'est l'anglais Tony, qui est un peu dans la succession de Hobson et de Hobhouse, qui est un des grands noms, en quelque sorte, de pré-beveridgien en Angleterre, et qui était le grand inspirateur des néo-fabiens. Son livre Equality développe très longuement ce point. Donc c'est pour dire que la théorie de l'égalité radicale des chances, pas simplement une théorie, je dirais, un pragmatisme de forme d'égalisation des chances, mais une théorie radicale de l'égalité des chances, pour les raisons théoriques internes que j'ai mentionnées, comme pour ces raisons que je viens d'évoquer, finit par mettre en place ou justifier un monde des inégalités qui peuvent être très fortes, légitimes. Cela veut dire, et c'est le sens de mon travail, mais que je ne peux pas développer maintenant, bien sûr, que la réflexion sur l'égalité doit passer d'une réflexion distributive, de la justice distributive, à une conception de ce qu'on pourrait appeler, pour faire très vite, la justice sociale. C'est-à-dire la justice comme relation et l'égalité comme relation, et non pas l'égalité comme distribution. Cette vision de l'égalité comme relation, elle est une façon de renouer avec ce qu'on peut appeler l'esprit révolutionnaire de l'égalité. Car l'esprit révolutionnaire de l'égalité a été essentiellement et avant tout
une réflexion sur les rapports d'égalité. Les rapports d'égalité que j'avais développés longuement l'an dernier, les rapports d'égalité organisés autour de l'idée de la similarité, de l'égalité des libertés, et puis de la citoyenneté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est, en fonction des éléments que je développais, cette vision des relations d'égalité doit être reformulée, non plus simplement à partir de l'idée de similarité, mais à partir de la nouvelle définition de la similarité qui implique celle de singularité, non plus simplement celle de l'égalité des libertés, mais ce que j'appellerais le principe de réciprocité, et ensuite non pas simplement l'idée de citoyenneté, mais celle de communalité. Donc c'est autour de ces trois idées de la singularité, de la réciprocité et de la communalité qu'il faut apporter, que l'on pourrait proposer une alternative à ce qui sont actuellement les deux visions dominantes, je dirais, de la réponse à la crise de l'égalité, la société de marché généralisée d'un côté et les théories de l'égalité des chances. Les théories faibles de l'égalité des chances étant de fait intégrées dans la théorie de la société de marché, et les théories radicales de l'égalité des chances peinant à se formuler pour ne pas redevenir des théories de la redistribution et rester des théories de la distribution. Mais de cela, je parlerai plus tard. En tout cas, c'est dans le livre que je suis en train d'écrire. Voilà, je vous remercie.